Bonjour à tous. Donc, effectivement, on parle beaucoup de contrat d'assurance vie, qui est le placement préféré des Français, et on parle très rarement du contrat de capitalisation, qui, d'après moi, apporte des avantages, on va dire, complémentaires. La première chose qu'il faut comprendre, pourquoi je parle de contrat d'assurance vie ou de contrat de capitalisation à des personnes qui, a priori, ou ont fait ou vont faire leur alia, c'est parce que, certes, en Israël, il n'y a pas de droit de succession, c'est une évidence, mais par contre, il arrive que on ait encore ou des biens en France ou des héritiers. Et effectivement, même si on a retiré la totalité de ces biens et après avoir vécu de très longues années en Israël, euh, on en arrive là où on va tous, c'est-à-dire à décéder, eh bien, si on a des héritiers en France, à ce moment-là, la France va taxer ce patrimoine. Donc, le fait de disposer de liquidités en contrat d'assurance vie ou en contrat de capitalisation a vraiment toujours son importance. Voilà. Donc, plutôt qu'un contrat d'assurance vie, qui est très connu, pourquoi privilégier ce que j'appelle son cousin, qui est le contrat de capitalisation? Bah, c'est simplement la même chose, hein. C'est une enveloppe financière qui est disponible chez tous les assureurs, c'est-à-dire que, en gros, on peut juste cocher la case assurance vie ou cocher contrat de capitalisation et on sera dirigé vers l'un ou vers l'autre. On a strictement la même poche euh, de produits, de fonds disponibles, etc. Les mêmes qualités. La seule chose qui peut changer, c'est en termes de succession et de fiscalité, puisque dans l'absolu, le contrat d'assurance vie amène des avantages en termes de transmission que n'apporte pas a priori le contrat de capitalisation. Et donc tout l'objet de cette discussion de ce matin, c'est de vous montrer en quoi il serait intéressant d'avoir un contrat de capitalisation. Alors, ce cousin est hébergé chez les assureurs, il bénéficie des mêmes avantages que l'assurance vie. Je vous l'ai dit, gestion, on retrouve les mêmes supports, strictement les mêmes. Liquidité, la même chose. Fiscalité sur les gains, strictement la même. On en reparlera après, ne vous en faites pas. Et par contre, c'est un formidable outil de succession en complément de l'assurance vie si on a procédé à une donation de ce contrat. Une donation en démembrement. Donc je précise pour ceux qui ne le connaissent pas que tout bien quel qu'il soit est composé pardon, de deux parties. Une première partie qui est la nue propriété et donc à qui appartient le bien, et une deuxième partie qui est l'usufruit, qui est la jouissance de ce bien. Par exemple, sur un placement, c'est des rendements, et en fonction du nombre d'années où on va bénéficier de ces rendements, eh bien, on peut conserver cet usufruit, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Par contre, quand on donne un contrat de capitalisation, au lieu de donner la totalité, ce qui reviendrait à peu près à la même chose que des droits de succession, on ne donne que la nue propriété de ce contrat. Donc, la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès, je vous la rappelle, parce que c'est important qu'on le sache, on a des versements qui ont été effectués sur des vieux contrats avant le 13 octobre 98. Alors, si c'était avant l'âge de 70 ans, bah, c'est une exonération totale. Si c'est après l'âge de 70 ans, on a une exonération une exonération totale sans aucune limite sur toutes les sommes placées avant 70 ans. Par contre, après 70 ans, c'est un autre texte de loi qui s'applique. Et en l'occurrence, les contrats plus récents, et puis qu'on détient tous pratiquement, puisque c'est des contrats qui ont un peu moins de 30 ans. La date charnière, c'est bien le 13 octobre 98. Eh bien, avant l'âge de 70 ans, on a la fiscalité de l'article 990I. Et par contre, après l'âge de 70 ans, on a à nouveau la fiscalité de l'article 757B que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Voilà. Et puis, il y a quand même des contributions sociales qu'il ne faut pas oublier à hauteur de 17,2%. Alors, le 996, ça c'est le cas général, hein.
on souscrit un contrat, on a moins de 70 ans, on l'a souscrit il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, on le souscrit aujourd'hui, on a moins de 70 ans, que se passe-t-il? Eh bien, il y a un abattement de 152 500 euros, non pas pour le contrat, mais pour chaque bénéficiaire, tout contrat confondu. Au-delà des 152 500 euros sur les 700 000 euros supplémentaires, on a, donc jusqu'à 852 500 euros, on a une taxe de 20%, qui est encore raisonnable en France, par rapport, quand on compare ça à des barèmes de droits de succession. Et au-delà de 852 500 euros, mais ça fait des sous déjà par bénéficiaire, tout contrat confondu, on a une taxation au taux de 31,25%. Vous le voyez, c'est précisé avec un petit graphique en dessous. Le 757B, je vais passer très très vite parce que c'est le cas de figure où on souscrit un contrat d'assurance vie après ses 70 ans. On n'a plus ces avantages de transmission, mais quand même, il faut noter que toutes les primes, à l'exception de 30 500 euros, ce qui est très peu, sont, on a une exonération sur 30 500 euros. Le reste rentre directement au droit de succession. Mais le gros avantage du contrat, même après 70 ans. Donc, a priori, on essaye de tout faire avant 70 ans, mais si on ne le peut pas, si on se rencontre un petit peu trop tard, si la vie a fait que on vend un bien immobilier après ses 70 ans, bah effectivement, il y a encore un petit avantage qui peut être très important, c'est que si les primes rentrent dans l'assiette des droits de succession, les intérêts sont totalement exonérés. Donc, il faut comprendre que a priori, on essaye de bâtir des contrats d'assurance ou des contrats de capitalisation démembrés avant 70 ans, mais si on ne peut pas faire autrement, après 70 ans, il y a encore des avantages au contrat d'assurance. Alors, trop d'épargnants se retrouvent à la tête de nombreux contrats d'assurance vie, sans se rendre forcément compte que les abattements ont déjà été dépassés. Donc les abattements, c'est 152 500 euros. Donc vous avez deux enfants, vous êtes un couple, vous avez chacun un contrat de 300 000 euros, 305 000 euros, vous les donnez moitié-moitié à vos enfants, eh bien ça fait 300 000 et 300 000 euros chacun que vous pouvez transmettre à vos enfants. 600 000 euros. Mais souvent, les clients ont plus d'argent sur ces contrats et effectivement, dès qu'on dépasse ces 152 500 euros, vous avez compris qu'il y avait une taxation. Pas très importante, mais une taxation quand même. Alors, le contrat de capitalisation ne garantit pas le risque lié à la vie du souscripteur. Ça, c'est tout à fait d'accord. Il ne se dénoue pas en cas de décès, comme cela est valable pour le contrat d'assurance vie. Comprenez qu'un contrat d'assurance vie qui se dénoue en cas de décès, eh bien, la compagnie d'assurance va simplement chercher qui sont les bénéficiaires et leur envoyer l'argent après avoir pris, prélevé à la fois les prélèvements sociaux sur les plus-values et à la fois les éventuels droits de succession si on dépassait les 152 500 euros par bénéficiaire. Dans le contrat de capitalisation, il n'y a rien de tout ça. Donc, il faut qu'on fasse un travail de donation et on a le droit à 100 000 euros par donateur et donataire en ligne directe tous les 15 ans, que ce soit par donation ou par succession, et le donataire, celui qui reçoit, bénéficie de l'antériorité fiscale du contrat. Donc, un contrat de capitalisation où on a, allez, je vais parler de moi, ça sera plus simple. Moi et ma fille aînée, Jordana, je décède. Si j'ai un contrat de capitalisation et que Jordana en est nue propriétaire, eh bien, elle va se retrouver bénéficiaire du contrat et il n'y aura pas de rupture, de fermeture du contrat. On conserve l'antériorité du contrat. Voilà. Donc, ce qui est important également, c'est que mon usufruit s'éteint avec moi et ma fille qui était nue propriétaire récupère la pleine propriété du contrat en exonération totale de droits de succession. Donc là, on n'a même plus à se dire est-ce que c'est en dessous de 152 500, est-ce que c'est au-dessus, etc. Est-ce que j'ai mis les sommes avant 70 ans, après 70 ans? Non. Si les sommes appartiennent en nue propriété
à un bénéficiaire que vous avez désigné, qui peut être un conjoint, qui peut être des enfants, etc., eh bien, le contrat continue sous son nom. Ce qui est très important, très très important et qui n'est pas vu habituellement, c'est que le décès et la transmission aux héritiers d'un contrat de capitalisation permettent de purger le gain latent sur le contrat. Donc, plutôt qu'une phrase compliquée, je vais vous donner un exemple. Ah, voilà. Euh, les héritiers ne sont donc pas redevables de l'impôt sur les gains du contrat réalisé avant la succession, tout en conservant l'antériorité fiscale du contrat, ce que je qualifie de sacré cadeau fiscal de la part de la France. Je vous donne un exemple. J'ai un versement de 300 000 euros sur un contrat de capitalisation démembré entre Jean, le père, et Sophie, sa fille. Pendant 28 ans, Jean, usufruitier, utilise son contrat comme bon lui semble. Il peut à la fois, en tant qu'usufruitier, récupérer les intérêts du contrat, mais il peut aussi récupérer une partie du capital s'il en avait vraiment besoin. Donc quand on fait une donation comme ça, on ne perd pas les sommes qu'on a données, bien au contraire, on reste toujours le papa, le propriétaire du contrat. Au décès de Jean, le contrat est valorisé 487 623 euros. Sophie, sa fille donc, devient pleine propriétaire du contrat, dont la valeur fiscale de départ est bien 487 623 euros. Ça veut dire qu'elle ne commencera à payer de l'impôt que si on dépasse les 487 623 euros. Donc, ces 487 623 entrent dans le patrimoine de Sophie en exonération, vous l'avez compris, de tout impôt de succession et de prélèvements sociaux. Et les 187 623 euros de plus-value ne règlent pas d'impôt de plus-value ni de prélèvements sociaux, c'est ça le cadeau dont je parlais. On va aller regarder en assurance vie ce qui se passerait. Je ne dis pas que le contrat d'assurance vie n'est pas un bon contrat. Je dis que les deux sont complémentaires et qu'il faut regarder au cas par cas ce qui est intéressant. Donc, en assurance vie, avant toute exonération de droits de transmission, il convient de régler les prélèvements sociaux sur la plus-value. Donc, si Jean avait placé 300 000 euros, le même exemple, en assurance vie, plutôt qu'en contrat de capitalisation, et que les prélèvements et qui décèdent dans l'exemple présent, il conviendrait de régler la plus-value étant la même, 187 623 euros, fois 17,2% de prélèvements sociaux, c'est-à-dire un peu plus de 32 000 euros de prélèvements sociaux. Et ensuite, on regarderait la transmission des 487 623 euros, qui sont certes exonérés de droits de succession, mais seulement 152 500 euros sont exonérés. Donc, on reprend le différentiel. 487 623 euros moins 152 500 euros, il reste quand même 335 000 euros qui sont taxés au taux de 20%. C'est-à-dire que dans un contrat d'assurance vie, on aurait 67 000 euros de droits de succession. Au total, 32 000 euros d'impôt de plus-value et 67 000 euros de droits de succession, on est à 1 000 euros près, à 100 000 euros sur les 487 000 euros qu'on transmet. Donc, c'est de toute manière une taxation qui est faible, mais qui pourrait être encore plus faible dans un contrat de capitalisation si, bien sûr, on n'a pas utilisé ces droits de donation. Donc, vous voyez, dans cet exemple, on se rend compte que le contrat de capitalisation permet de payer moins d'impôts que le contrat d'assurance vie. Alors, quand souscrire un contrat de capitalisation, pour ceux qui ont déjà rempli au maximum leur contrat d'assurance vie, à savoir 152 500 euros par bénéficiaire, ils peuvent alors se tourner vers le contrat de capitalisation et envisager une donation démembrée. Mais attention, tout ça demande des passages, des donations, des passages chez notaire.
par devant notaire. Donc, comprenez bien que le contrat d'assurance vie est beaucoup plus simple à mettre en place. Euh, et que par bénéficiaire, je n'entends pas seulement enfants. On a des enfants, on a également des petits-enfants. Donc quand on multiplie ces 152 500 euros par le nombre de personnes qu'on veut gratifier en cas de décès, et la même chose du côté de son conjoint, peut-être que le contrat d'assurance vie peut convenir tout à fait. Si ce n'est pas le cas, s'il ne remplit pas la totalité des avantages qu'on lui destine, alors effectivement, le contrat de capitalisation avec démembrement, c'est quelque chose de très très bien. Donc, pour ce, quand souscrire le contrat de capitalisation, vous avez compris, quand on a déjà saturé les plafonds des contrats d'assurance vie, les plafonds d'exonération, et puis pour accueillir des fonds démembrés, parce que par fonds démembré, quelquefois, il y a de l'immobilier qui est déjà démembré, qui ne nécessite pas de passer chez notaire. Donc des fonds, pour souscrire un contrat de capitalisation démembré, l'idéal, c'est le réemploi des fonds issus de la cession d'un bien immobilier qu'on avait par exemple déjà donné à des enfants. Le bien étant lui-même démembré, il y a une continuité du démembrement dans le contrat. Et puis, il y a une petite chose aussi, c'est pour placer la trésorerie d'entreprise. Le contrat de capitalisation est intéressant parce que le contrat d'assurance vie est un contrat personne physique. Il faut un nom et un prénom. Alors que quand on a des liquidités dans un contrat de capitalisation, eh bien, effectivement, dans une société, ce qu'on appelle une personne morale, eh bien, le contrat de capitalisation convient également pour placer de la trésorerie d'entreprise. Voilà. On n'est pas obligé, je fais un détour très rapide sur les entreprises, on n'est pas obligé d'avoir des comptes à terme bloqués. En plus, les taux vont avoir tendance à baisser maintenant, donc on a eu des bons taux pendant un an et demi avec la hausse des taux, mais maintenant que les taux baissent un peu partout, les comptes à terme n'offrent plus aujourd'hui de 4%, mais plutôt du 2,5-3%. Effectivement, on peut obtenir bien mieux sans bloquer le capital, puisque un contrat comment dire, un compte à terme, c'est quelque chose qu'on souscrit avec sa banque pour une durée donnée, 6 mois, 9 mois, 1 an, 3 mois. Mais en tout cas, c'est bloqué si on veut avoir la performance qui est promise par le banquier. Avec un contrat de capitalisation, on n'est pas obligé de bloquer ce capital. Voilà, c'est une solution alternative, s'héberger chez un assureur. Et voilà, j'ai fait le tour